Donc du coup, on va se faire un petit résumé là, de ce qui s'est passé ces 3 dernières années en fait. On va voir qu'il n'y a pas grand-chose de majeur techniquement, mais il y a un certain nombre de trucs qu'il faut avoir en tête. Les nouveaux challenges. Alors le World Wide Web a été inventé en 89, il a bientôt 30 ans et là il commence vraiment à prendre du poids. C'est-à-dire que si on prend le dernier meet-up qui était fin 2013 par rapport à aujourd'hui, on est passé les sites font en moyenne, donc sur le premier million de sites mondial, font en moyenne 2,4 mégaoctets. Le JavaScript a doublé en taille, on est à 400 kilooctets de JavaScript par page. Le CSS a doublé en taille. Les images, elles ont augmenté. Il y a plus de 50% du poids des images en plus par rapport à avant. En moyenne, il y a 1,6 mégaoctets d'images, ce qui correspond au poids total d'un site d'il y a 3 ans. Donc ça augmente tout le temps. Pendant ce temps-là, le débit, le débit de l'ADSL, lui, n'a pas spécialement bougé. Il n'a pas spécialement bougé, puisque en 2013, on était entre 5 et 8, et en 2016, on est entre 6 et 7. Vous voyez qu'on n'est pas. Cela dit, vous savez que le débit fait largement pas tout en perf. Ce qui est plus important, c'est la latence. La latence s'est améliorée de 30% en 3 ans. Donc effectivement, les sites s'affichent un petit peu plus vite. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous parle de l'ADSL, vous avez la fibre? C'est bien, vous êtes parisien. La fibre en 2013, c'était 8%. En 2022, c'est censé être 100% plan officiel du gouvernement. J'y crois pas une seconde parce que, enfin, voilà, on est aujourd'hui à 11% de gens en fibre. Il y a peu de chances que. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on continue à considérer la DSL comme l'étalon. Et évidemment, ce qui a changé, ce qui a continué d'évoluer en 3 ans, c'est le mobile, c'est de plus en plus important. Aujourd'hui, alors il faut que je vous explique un truc sur la courbe juste après. Aujourd'hui, un site moyen qu'on sert à un Android fait 2 mégas, à comparer aux 2 mégas 4, aux 2 mégas 6 qu'on vient de voir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence. Donc le responsive est passé par là. Ici, donc, c'est httparchive.org qui récupère ces stats. Jusqu'ici, ils utilisaient un iPhone 4, un vrai. Et là, ils ont commencé à utiliser un Android émulé. Donc le petit saut, là, c'est les gens qui visiblement ne servaient des sites mobiles qu'aux gens avec des iPhones et des iPads. Mais du coup, oui, aujourd'hui, les sites, c'est plutôt des sites en responsive, pas spécialement optimisés généralement, qui chargent pas mal de mégaoctets. Donc là, les évolutions JavaScript, CSS, images, c'est dans les mêmes proportions que pour le desktop. Est-ce que les mobiles sont meilleurs? Oui, évidemment, puisque si vous achetez un iPhone à 800 € aujourd'hui, il est 4 ou 5 fois plus rapide à l'exécution, par exemple à l'interprétation d'un JavaScript, il va être 4 ou 5 fois plus rapide qu'il y a 3 ans. Et en France, on a une 3G et une 4G qui est super efficace et pas cher, donc il y a beaucoup de gens qui se l'offrent. Merci Free. C'est pas eux qui sont rapides, mais en tout cas, c'est qu'on cassé les prix. Donc oui, d'un côté, si vous avez le téléphone qui va bien, il est beaucoup plus rapide qu'avant. De l'autre côté, les téléphones à 800 €, ça court pas les rues en fait. Ça, c'est le prix d'achat des téléphones, des smartphones, sachant que 80% d'entre eux ont une puce 3G qui sert, avec un plan data activé et des octets qui passent dessus. Et globalement, là, le gros 25 que tu vois, c'est le prix médian d'achat, c'est 100-150 €. Et généralement, c'est l'Android à ce prix-là. Voilà, donc si vous avez un téléphone qui coûte plus de 400 €, ce qui est le cas de la plupart des gens qui travaillent dans la tech, en gros, faites partie du top 10%. Hein. Donc c'est pour remettre un peu en perspective le fait que, en fait, plus on a d'utilisateurs et plus ils arrivent avec des mobiles qui sont lents. Même si les mobiles sont de moins en moins chers, de plus en plus puissants, les gens achètent des trucs vraiment pas chers, vraiment pas puissants. De toute façon, il ne faut pas rêver, ces gens-là, prendre un navigateur et aller sur Internet, c'est afficher une page, c'est vraiment compliqué. Donc ils vont rester sur leurs applications natives. Les nouveaux challenges, donc il y a 3 ans, on était à 8% de HTTPS. Aujourd'hui, on serait plutôt aux alentours de 40% et c'est pas prêt de se calmer puisque Google pousse à fond
pousse à fond là-dessus. Donc le HTTPS, c'est lent par défaut, il faut l'optimiser. Et il y a un certain nombre de techniques qui sont listées ici, qui permettent de l'optimiser. Donc ça fait partie des challenges de plus en plus communs. Les solutions, donc de ce côté-ci aussi, on a commencé à s'armer. Notamment, une grosse nouveauté, c'est HTTP 2. Alors HTTP2, moi j'ai une opinion dessus. Stéphane, où est-ce qu'il est Stéphane va nous donner tout à l'heure son ressenti sur ce qu'il constate. Moi, ce que j'ai constaté en testant tous les sites en HTTP1 ou en HTTP2, c'est que globalement, tu as intérêt à savoir l'optimiser aussi. Déjà, tu es obligé de passer en HTTPS, donc tu as intérêt à savoir optimiser de l'HTTPS. Et deuxièmement, si tu exploites pas HTTP2 à fond en faisant du push et ce genre de choses, il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire que si tu allumes juste HTTP2 sur un site, il peut accélérer légèrement, ne rien faire, ou ralentir légèrement. Je l'ai vu chez des clients. Donc, il y a du potentiel, mais il faut travailler. On a d'autres trucs qui sont arrivés comme Brotli. Voilà, Brotli. Donc c'est le successeur de gzip en fait, c'est ce qui est inclus dans WAF 2 par exemple. Et donc globalement, quand on fait les tests en allumant Brotli, ça ne marche que sur Chrome. On gagne 10 ou 30% sur le poids des JS, CSS qui sont des trucs importants. Qu'est-ce qu'on a de neuf au niveau de la compression d'image? Finalement, donc à l'époque, on se disait ouais, WebP va sûrement révolutionner tout. Le fait est que quand tu optimises un JPEG, vraiment, ton WebP il est pas beaucoup plus léger, voire pas du tout. Et ce qui a évolué, c'est plutôt tout l'écosystème autour de JPEG. MozJPEG qui est un remplaçant de JPEG-Tran, ou des trucs mais ultra bourrins qui vont tester toutes les possibilités, toutes les variables, qui va trouver la compression maximale qu'on puisse appliquer sur un JPEG. Donc par exemple, c'est CJPEG DSSI, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est un peu les nouveautés de ces 3 dernières années. Il y a eu beaucoup de travail sur les compresseurs d'images. Les images responsives, on a un standard qui est sorti, qui commence à être appliqué, qui se voit en production, et surtout on a un support navigateur qui est correct. C'est-à-dire que en fonction de vos utilisateurs, généralement aujourd'hui plus de 80-90% de vos utilisateurs supportent le standard picture qui permet de switcher de source d'images en fonction de la résolution, en fonction d'un paquet de choses. Alors iOS, ils ont proposé SRC7, ils en sont restés à SRC7, mais sinon les autres supportent mieux. Et l'avantage, c'est que donc, sans JS, on a un fallback qui est acceptable, c'est-à-dire qu'au pire, on affiche une image, par exemple, haute qualité, pour les navigateurs qui ne supportent pas encore Picture. Voilà, je pense que pour moi, la nouvelle bataille, c'est exécuter. Alors, charger une page, maintenant, on sait faire. Les bonnes pratiques, elles sont sorties depuis 10 ans. On commence à bien maîtriser. Pour moi, la bataille, maintenant, se dirige côté client pur. Une fois que tu as chargé ta page et que tu essayes de scroller, on a des DOM qui sont de plus en plus complexes, on met de plus en plus de contenu. On rajoute des scripts dans tous les sens, les tiers, la pub, les analytics, des plugins jQuery dans tous les sens. Et il y a les mastodontes type React et autres qui arrivent et qui, sortis comme ça, c'est des trucs à optimiser. Donc assez fréquemment, l'utilisateur il se retrouve avec des interfaces qui ne sont pas franchement réactives. Voilà. Côté outillage, ça évolue. Donc pour tout ce qui est, donc si vous êtes plutôt côté pro, côté dev, il y a WebPageTest qui est toujours là et qui ne cesse jamais d'évoluer. Sinon, il y a des petits nouveaux comme SiteSpeed.io qui font du monitoring, qui font du test, qui font du conseil. C'est vraiment complet. Les Chrome DevTools sont super bien évolués, ça vous permet de ralentir le réseau, ça permet de ralentir le CPU, même si c'est plus gadget qu'autre chose, ça vous permet de faire du profiling de JavaScript. Donc voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Il y a plein d'autres outils, je vous recite YellowLab Tools, ça fait partie de ce genre d'outils, d'ailleurs qui est développé par un Français, qui vont vous analyser une page et vous sortir un paquet de conseils en perf, en accessibilité, en sécurité, voilà.
Et il y a d'Airboost aussi qui est payant. Et qui est français, mais qui est payant, donc je le cite pas. En plus grand public, vous avez forcément entendu parler de PageSpace Insight, qui est développé par Google, qui donne des conseils de base et 2-3 conseils qui sont quasiment irréalisables. Mais bon, il faut savoir qu'il existe. Parce que généralement, le score est super important pour plein de gens. Et il y a Lighthouse qui est en train d'arriver, développé par Google aussi, qui lui aussi dans la lignée de je te donne des conseils de perf et d'accessibilité et de ci et de ça. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui est sorti ces derniers temps. L'autre grand truc pour moi, c'est absolument pas technique, c'est tout ce qui est, en fait, c'est la prise en compte globale de la performance. D'abord, il y a de plus en plus d'articles qui ne sont pas du tout techniques, ou alors qui s'approchent un peu du technique, mais qui sont des trucs qu'on écrivait il y a 5 ou 10 ans et qui sont écrits par des gens du SEO, du coup qui sont repris par des gens du marketing. Il y a des décideurs qui ne sont pas techniques, qui s'intéressent vraiment à la perf. Google pousse à fond sur la perf. Ils ont réinventé les applications, enfin les pages web qui marchent offline. C'est possible depuis 2008, mais ça y est, on a un nouveau nom, c'est Progressive Web App. Et ça va en plus avec des nouvelles fonctionnalités, type notification et tout, service worker. Et on a même des designers qui parlent de perf, enfin, de perception de la performance, qui sont des sujets super intéressants. Donc voilà, ça dépasse enfin, j'ai l'impression que ça dépasse enfin le cadre technique. Côté technique, on arrive à maturité, je trouve, d'abord parce qu'on réfléchit de plus en plus à la perf en le monitorant. C'est-à-dire que le premier problème de la perf, c'est que généralement ça ne se voit pas parce que tu es sur ton Chrome, sur ta fibre, ça se passe bien. Là, on commence à avoir du monitoring côté synthétique et côté utilisateur. Et puis, tous les outils, tous les CMS, les outils de build se sont adaptés aux bonnes pratiques, respectent les bonnes pratiques de base, genre concaténation, minification des CSS et des JS, c'est la base. Et ils le font tous quasiment out of the box. Et pourquoi je vous ai mis ce petit graphique? Oui, pour parler du monitoring, pour dire que donc, quand je suis tombé chez un client, donc je leur ai mis en place une solution de monitoring technique. Et pour vous dire, c'est le PDG a dit, ben, écoute, moi la perf ça m'intéresse. Donc à partir de maintenant, je vais indexer une partie de la prime de mes chefs de projet, sur ces courbes-là. Donc c'est pour dire que ça commence vraiment à être pris en compte. Tu vois, il y a un changement de mentalité, ça c'est cool. Et ça, c'est SiteSpeed.io, ouais. C'est de l'open source. Je vous montre que de l'open source. Donc pour résumer, donc les challenges. Alors la perf a toujours été un peu sympa dans le sens où tu touchais à tout. Là, non seulement il faut toucher à tout, mais en plus dans chacun des domaines, il faut commencer à bien se spécialiser. Mais voilà, on touche au réseau, au serveur, on touche aux images. Enfin, je veux dire, il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à faire consultant là-dessus, je me disais qu'au bout de 2-3 ans, j'aurais fait le tour. Mais en fait, non, ça évolue pas mal. Donc voilà, on fait pas mal de trucs. Les grosses nouveautés, voilà, c'est tout ce qui est laitière. Il y en a dans tous les sens, ça s'exécute dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et des fois, ça s'affiche pas. Alors si, ouais, en plus, c'est un adblocker des fois. Les contenus sont de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds dans le cas des images. On n'hésite pas aujourd'hui à avoir des homepages avec des palanquets de texte et autant d'images. Et les utilisateurs, eux, ils sont habitués à des applications mobiles qui sont tout le temps fluides. Tu cliques dessus, ça s'affiche. Donc eux, ils sont franchement exigeants et en plus, ils arrivent de plus en plus avec des devices qui sont... ils sont censés arriver, puisqu'ils n'arrivent pas jusqu'à nos sites, on n'arrive pas à les traquer. Ils sont censés arriver avec des devices qui sont pas puissants, qui sont pas chers. Voilà. Donc côté technique, côté WebPerf dans son ensemble, donc tout ce qui est non technique, c'est intéressant, enfin ça c'est cool. On n'a pas eu de révolution majeure, hein, tout ce que je vous ai présenté, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Et là on est vraiment dans le perfectionnement, dans aller plus loin dans chacun des outils, dans chacune des techniques et dans chacune des technologies. On fait de mieux en mieux, mais c'est incrémental. Et voilà, donc du coup, transition toute trouvée, on va parler de HTTP2, qui est le truc de ces dernières années.